Donc allons-y. Alors, Observable Framework est quelque chose qui est sorti du cerveau de Mike Bostock, qu'on n'a plus besoin de présenter. En fait, quand on regarde entre les lignes, je pense que c'est une spin-off de leur système de documentation. Vous allez voir que ça fait déjà quelque temps que Observable documente toutes ses fonctionnalités en utilisant Framework. Donc, ce n'est pas un truc nouveau, malgré que ça a été révélé au grand public sous la forme de Observable 2.0 il y a 6-8 mois, je dirais. Si je veux résumer Framework en une phrase, c'est très simple. C'est un générateur de sites statiques, gratuit et open source, un peu à la mode Gatsby ou Next.js. Donc, j'ai un sous-ensemble, enfin, j'ai des markdown avec des images. Le markdown contient du texte. Eh bien, j'appuie sur un bouton et le générateur me prend tout ça et boum, il me produit un répertoire dans lequel il y a un HTML, il y a un index. Et ce répertoire-là, eh bien, je peux l'héberger sur, par exemple, GitHub Pages ou sur n'importe quel site statique et pour la plupart du temps gratuitement. Alors, un des points marquants quand même de ce framework, c'est qu'il est spécialisé pour tableaux de bord, en quelque sorte, ou applications qui doivent se rafraîchir leurs données. Donc, il introduit le concept de data loader. Ce sont des bouts de programme qui peuvent être écrits en virtuellement n'importe quoi. R, Python, Shell, C, JavaScript, évidemment. Et ces data loaders, en fait, se déclenchent de manière périodique pour rafraîchir les données, et je vous expliquer le mécanisme. Donc, si je veux résumer en restant très simple, Framework, c'est un système qui va vous permettre de créer un site web statique, et ce site web statique va être capable de rafraîchir ces données à intervalles périodiques de manière très efficace, de manière à ce que, au moment où l'utilisateur va accéder au tableau de bord, les données sont là, toutes fraîches, même pas besoin d'aller les chercher, même pas besoin de calculer les remises au format, pouf, tout est déjà là. Alors, je ne sais pas qui parmi vous, ou les audiences, j'avais prévu de refaire un petit reminder sur Observable. Est-ce que ça mérite le coup? Oui, hein? Ça, oui, ça vous dit un petit reminder Observable? Alors, j'avais fait un classeur qui s'appelait Observable à Observable en 2021, mais en le reprenant, je me suis aperçu que, waouh, il y avait pas mal d'eau qui était coulée sous les ponts, donc je vais le reprendre vite fait. En fait, Observable, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont oublié, c'est un environnement de développement JavaScript qui possède des particularités uniques, notamment la réactivité entre les différentes déclarations. Alors, j'avais à l'époque présenté ce Observable sous une forme en 3 étapes, en disant, si je veux le décrire en un mot, je dis que c'est un truc magique. Et effectivement, si je regarde ce que je peux faire avec Observable, là, je peux, voilà typiquement de la carte, enfin une projection qui est faite grâce à Observable. Je peux également, grâce à Observable, faire des délires grâce à notre ami WebGL. Donc là, voilà, c'est la résolution des équations de navire stock, hein, voilà, qui fait des jolis trucs. Ça, c'est la carte graphique qui calcule ça, évidemment. J'avais dit en 2 mots, c'est un tableur JavaScript. Et en fait, l'idée, c'est que, au sens, je peux ici écrire je peux faire x égale 22. Je peux faire y égale 14. Et je peux, là, au début, juste pour embêter tout le monde, là, je vais calculer x plus y. Et vous vous rendez compte que je demande le calcul de x et y devant la déclaration de x, 2 fois la déclaration de y. C'est là tout le secret d'Observable, c'est que l'ordre de déclaration n'importe pas, puisqu'il calcule le réseau de dépendance des variables. C'est-à-dire que là, l'ordre des cellules est totalement... Alors, pour détailler, ici, j'ai l'action, enfin, ici, j'ai la valeur que je décris, et puis au-dessus, il donne la valeur.
Et puis évidemment, je peux masquer les définitions si je veux. Et donc, je ne peux ne faire apparaître que le résultat, la valeur d'une cellule. Alors là, vous avez vu, j'ai mis des variables JavaScript, mais je peux mettre du Markdown. Bon, du Markdown, c'est facile, vous savez, on fait comme ça. On fait dièse. Tout le monde connaît Markdown? Oui? Bon, donc c'est mon titre. Vous allez voir que Markdown, c'est la colonne vertébrale de tout framework. C'est-à-dire que tout va s'articuler dans un Markdown. On peut aussi faire du LaTeX. Là, j'ai mis une belle formule qui rappelle la troisième, normalement. Hein? Oui, ça rappelle la troisième. Donc, c'est comme ça. On demande à taper ça. Et le truc qui est important, c'est que en Markdown, j'ai accès, vous voyez, avec la déclaration $chevron, j'appelle une variable qui est la largeur courante de la fenêtre. Donc, $chevron width pixel. Et en faisant ça, eh bien, ce bout de Markdown fait non seulement d'afficher largeur 908, mais regardez, quand je modifie la taille de la fenêtre, il affiche dans le Markdown la valeur courante de la largeur de la fenêtre. Et vous allez voir que là, c'est juste pour introduire le concept, vous allez voir que dans le Markdown, on va pouvoir appeler n'importe quoi du JavaScript et que ça va être absolument titanesque. Alors, en résumé, si je prends ici un bout d'un diagramme D3 qui va appeler différentes variables. Donc là, j'ai un diagramme qui en fait va s'appuyer sur le DOM, qui va dépendre de la largeur de la fenêtre, des données. Les données vont permettre de calculer la valeur de X, la valeur de Y. Les axes sont déduits du min et des max de XY. Donc, vous voyez, il y a tout un graphe de dépendance pour aboutir au chart. Et en fait, le gros truc d'observable, c'est que si par exemple il n'y a que la hauteur ACE qui est modifiée, alors ne seront calculés que Y, X-axis et chart. Si la data change, eh bien uniquement le flow la permettant de calculer les Y sont mis à jour. C'est exactement comme un tableur. Ça fonctionne exactement comme un tableur. Je ne sais pas l'expliquer de manière plus simple que ça. C'est un tableur JavaScript où chaque cellule n'est pas dans une cave, mais est à part, linéairement dans un classeur, un peu à la mode d'un classeur Python, par exemple. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Observable, c'est un terrain de jeu où on peut mettre donc, des cellules, mettre du JavaScript qui appelle d'autres cellules, etc. Mais on peut appeler des bibliothèques. Ça contient un gestionnaire de version, alors qui est assez rudimentaire. Si je vous montre ici, c'est la petite horloge. Ici, je clique et je vois en fait tout l'historique des modifications que j'ai apportées à ce classeur. Je peux cliquer sur une version, il va immédiatement me montrer l'état de ce classeur à cette date-là, et puis j'aurai un bouton qui me dit « Restaurer à cette date-là ». Voilà, simple, de bon goût, qui permet de travailler de manière à peu près sérieuse, c'est-à-dire ne pas avoir peur de perdre à chaque fois qu'on touche. C'est également un moyen de publier et de partager. Si je suis content d'un classeur, je peux le rendre public. Et n'importe qui peut non seulement venir le voir, mais le trouver sympa et dire tiens, je vais le reprendre à mon compte et je vais le modifier pour ajouter des choses ou mettre mes propres données. C'est un mécanisme qui est vraiment, c'est la base dans Observable, c'est que tout n'est que partage, fork, enfin, tout n'est que copier, réemprunt, etc. Si vous regardez si je remonte à la racine d'Observable et que je regarde, par exemple, juste non, c'est pas le bon endroit. C'est pas grave, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer. En fait, il y a, je sais pas, quelque chose comme plus de 100 000 classeurs actuellement dans Observable. Ils sont tous visibles, ils sont tous forkables. C'est-à-dire on peut se les approprier et les modifier. Un classeur peut contenir, c'est pas uniquement un algorithme, il peut contenir des données. Alors, des données sous forme d'un fichier plat,
mais ça peut être aussi des données sous la forme d'une base de données. On peut intégrer à l'intérieur d'un classeur une base de données SQLite, par exemple. Alors, c'est un environnement extrêmement puissant qui est utilisé à l'heure actuelle pour différents usages. L'article scientifique, c'est parfait puisque en fait, on peut mélanger du texte, des calculs et des graphiques. Euh, je peux même utiliser du LaTeX. Ça peut être un billet de blog qui bouge, puisqu'évidemment, il y a de la réactivité, il y a des petits curseurs que je peux toucher pour faire bouger les choses. Ça permet de faire du maquettage d'interface homme-machine pour proposer, par exemple, à un client comment visualiser les données qui sont importantes pour lui. Et puis, ça peut être aussi un développement de composants, c'est-à-dire que à part certains côtés, on peut aller jusqu'au bout d'un algorithme efficace en JavaScript et copier-coller cet algorithme dans du vrai code totalement, je sais pas, embarquable dans une architecture React, par exemple, ou Angular, peu importe. Je veux dire, on peut aller jusqu'au bout, c'est pas uniquement un jouet, enfin, surtout pas un jouet. Alors, il y a des tutos. Alors ça, c'est un tuto d'observable. Alors, malheureusement, tout est en anglais. Bon, enfin, c'est de l'anglais quand même assez facile. Donc là, il y a tout un ensemble de classeurs qui expliquent comment utiliser Observable avec des vidéos et qui progressivement vous expliquent, là, par exemple, comment fabriquer un diagramme en barre. Donc là, il vous explique en utilisant la bibliothèque VegaLite bah, qu'on peut facilement créer un diagramme en barre vertical. Voilà, et qui vous dit, bah, après, vous pouvez aller à la leçon numéro 2 et vous continuez, voilà. Donc, on peut faire ça pour Observable, on peut faire ça aussi pour D3. Il y a à l'intérieur d'Observable ben, un cours D3, D3, documentation sur Observable, réalisé par un Français, Phil, qui est de son vrai nom, qui s'appelle Philippe Rivière. C'est devenu en quelques années le bras droit de Mike Bostock. Il nous a fait l'honneur une fois de venir à la fin d'un de nos meet-up. Donc là, c'est tout un cours sur Détroit qui commence par les trucs les plus simples. Qu'est-ce que c'est qu'un arrêt, qu'est-ce que c'est qu'une passe, etc. Alors, à l'époque, il y a des classeurs qui permettent de faire des homatiques, c'est-à-dire on, la, la, philosophie d'observable, c'est je pique ce qui marche, je le modifie, je mets mes données et hop, voilà, j'ai ce que je veux. C'est vraiment la philosophie vraiment très, 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 très délibérée de l'environnement. Plutôt que de faire des trucs compliqués, c'est je pirate ce qui existe déjà. Alors, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque qui reste vrai, c'est que la question souvent que les gens se posent, enfin, en général les techniciens, les développeurs, c'est oui, mais bon, c'est pour jouer, quoi, c'est pas performant. C'est faux, c'est faux. Moi, j'ai fait des classeurs qui chargent jusqu'à 10 mégaoctets de données, qui manipulent jusqu'à, mettons, 500 000 ou 600 000 objets graphiques dans le navigateur à représenter sur une carte. Donc, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2019? Le gros truc, c'est Plot. Alors, si vous n'avez pas encore entendu parler de Plot, c'est que vous vivez sous un caillou, que vous n'avez pas suivi les événements. Plot, c'est la nouvelle librairie graphique qui date d'il y a maintenant 2 ans, toujours de la patte de Mike Bostock. Ça fait absolument n'importe quoi. Si je vous montre juste les exemples. Voilà la galerie. Voilà tout ce qui peut être fait, enfin le genre de choses qui peuvent être faites avec Plot. Mais c'est pas très impressionnant parce que je peux faire tout ça avec D3, je peux faire tout ça avec iChart, je peux faire tout ça avec tout ce que je veux. Non, le truc qui est complètement bluffant, c'est que c'est la concision avec laquelle je peux décrire, voilà, ici, là, ces 10 lignes ici tracent ce graphique-là.
avec la conversion des années, etc. Je vais essayer de trouver un exemple encore plus percutant. Bon, celui-là, par exemple, là, c'est tout bête. Voilà, là aussi, j'ai 10 lignes et je trace mon bar chart et je prends la peine d'arrondir les valeurs, etc. Donc, plot, si je peux quand même en dire quelques mots parce que ça mérite le détour, croyez-moi. Alors, plot permet aussi de faire des cartes. Hein. Il y a par exemple des calculs de réseau Voronoi sur des sphères. Alors, le Voronoi, c'est une sorte de calcul de bulle de savon qui engloberait un ensemble de points. L'intérêt de cette structure, c'est qu'elle permet par exemple, d'animer des tooltips qui s'affichent. C'est-à-dire que plutôt que de dire j'affiche la bulle quand je m'approche du point, la bulle s'affiche quand je rentre dans la bulle de savon. Et donc, c'est une structure qui est très optimale pour faire des visualisations extrêmement performantes. Plot est également interactif au sens où il peut, il peut animer un curseur. Voilà, oui, je déplace un curseur et ça me donne ici la valeur que je suis en train de pointer. Et cette courbe-là, voilà le code. Hein. C'est vraiment 10 lignes. Sans rentrer dans les détails, ce qui est quand même important, c'est que vous voyez, il y a l'appel, plot, bon, des directives générales, hauteur, l'axe Y, comment je le veux. Et puis après, j'ai des superpositions de marques. C'est-à-dire que je superpose une ligne, un axe, des points et puis du texte. Voilà, c'est la superposition de 4 graphiques. Donc voilà ce que je pouvais dire sur plot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que ça mérite de citer Bertin JS. Bertin JS, c'est la réalisation d'un Français qui se nomme Nicolas Lambert, qui est chercheur au CNRS, qui a une certaine notoriété je veux dire, sur la place publique, mais qui est un pur héros dans le monde observable. Croyez-moi qu'il est connu et reconnu, adulé, etc., etc. Donc, il a fait une bibliothèque qui s'appelle Bertin GS, qui, évidemment, du nom de notre maître à tous, Jacques Bertin, qui permet en quelques déclarations JavaScript, de digérer des données cartographiques et de tracer des choses sur ces cartes. Donc, voici quelques exemples. C'est une sorte de petits mémos de tout ce que peut faire la bibliothèque Bertin GS. Donc, c'est encore au-dessus de Plot, puisque c'est une librairie qui comprend ce que c'est qu'une carte, qui comprend qu'est-ce que c'est qu'une visualisation proportionnelle, et qui donc offre des facilités absolument étonnantes. Je veux dire, là encore, en quelques lignes, on arrive à faire des merveilles que l'on croyait impossibles la seconde d'avant. Alors, petite coup de pub pour Nicolas Lambert. Il a aussi fait une autre bibliothèque, qui cette fois-ci ne s'appelle pas Bertin, mais GeoVise, qui permet de manipuler des symboles cartographiques et de faire des traitements qui peuvent être difficiles à faire sur QGIS, par exemple. Alors, je ne suis pas trop rentré dans les détails, donc je ne saurais pas trop vous en parler beaucoup plus que ça, mais pour les curieux, allez jeter un œil, il y a des pépites. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau dans Observable depuis quelques années? Il y a évidemment DuckDB, qui nous a été présenté par Éric Monvière il y a quelque temps. DuckDB, je vous rappelle, c'est le SQL en mémoire. On connaissait le gros SQL où il faut installer Oracle ou installer un serveur, etc. Non, tout ça, c'est fini. DuckDB se déroule en mémoire. Il a une performance absolument fantastique. Cerise sur le gâteau, il est capable de lire et d'écrire du format Parquet,
qui est le nouveau format extrêmement compact qui est utilisé pour tout ce qui est open data, parce que ça permet de rendre très compact et très accessible un fichier sous forme de fichier, alors qu'auparavant, il serait sous forme de base de données. Alors, depuis aussi, Observable est devenu bien plus prolixe. Il est capable de faire des choses. C'est-à-dire que quand je clique sur le plus ici, maintenant, je peux dire, bah, je ne veux pas créer une variable, je veux créer une requête SQL, une requête SQL. Je veux attacher un fichier, je veux faire une requête. C'est une data table, c'est une table JavaScript. Voilà. Et je peux faire, par exemple, je veux faire un stacked area chart, un diagramme d'aire empilé. Donc, ce qu'il me fait, c'est qu'il me met une sorte de squelette de comment ça peut être fait en plot. Il me suffit de changer ici les données. Il me suffit ici de mettre le nom de l'axe X, le nom de l'axe Y. Et voilà, bingo, j'ai mon schéma. Éventuellement, je vous montrerai un cas tout à l'heure. Donc, enfin, voilà, il en fait un là parce que la variable industrie est prédéfinie pour justement aider à la constitution de choses. Bon, si à la place d'industrie, je veux pas industrie, mais je veux rouge. Oups. Bon, enfin bon, on va laisser industrie. Mais par contre, je peux. Bon, je m'apprêtais à vous proposer d'échanger X et Y, mais bon, c'est pas la peine. On va avancer sur d'autres choses plus fondamentales. Donc voilà, Observable est devenu vraiment un environnement extrêmement convivial où on peut accéder directement à des choses qui sont déjà prédéfinies. Là, je sais par exemple un accès à un fichier, un sélecteur, un bouton, un curseur, les différents formats Markdown. Je peux insérer une image, du texte, et puis où je peux accéder à des choses comme des cours d'étroit, etc., etc. Donc, sous la souris, là, j'ai toute une possibilité de choses. Donc, voilà, ça ce que je pouvais dire sur Observable. Donc, beaucoup de nouveautés. Mais maintenant, je vais revenir à ce qui est l'objet de ce meet-up, qui est Framework. C'est parfait. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, je rappelle, Framework, c'est un générateur de sites web statique. Framework n'est pas observable. Framework n'est pas observable. Par contre, c'est familier puisque toute la doc d'observable est écrite en ce moment en Framework. Alors, Framework contient un grand nombre de librairies qui sont implicitement chargées. Quand vous rédigez votre code, toutes ces librairies-là sont déjà accessibles. Il y a des choses comme Lodash, c'est une librairie de... Donc, ça, ce sont des bibliothèques JavaScript. Certaines sont d'assez bas niveau, comme Lodash. Il y a certaines qui sont célèbres, comme par exemple D3. C'est la librairie qui permet de faire de nombreux graphiques interactifs. Il y a des librairies comme GraphBiz qui permettent de dessiner des graphes. On décrit sous forme symbolique les nœuds, les connexions. Et GraphBiz s'occupe de transformer ça en réseau. Il y a Leaflet qui est très utile pour les cartes. Leaflet est capable d'apporter des tuiles de cartes correspondant à des coordonnées géographiques qu'on veut représenter. Bon, Plot, j'en ai parlé, TopoJSON, on en parlera plus tard, DocDB. Alors, commençons par le démarrage. Alors, non. Qui ne s'est pas lancé de terminal? Levez la main. Alors, le terminal, pour faire court, sur Mac, ça s'appelle terminal.
Sur Windows, il faut faire, ça s'appelle commande, et il faut aller le chercher dans exécuter, machin. C'est en général une fenêtre noire très intimidante avec un curseur qui clignote. Voilà, c'est exactement ça. Alors, pour être à l'aise, il faut que le PC soit déjà équipé d'un certain nombre de choses, notamment le gestionnaire de paquets qui s'appelle NPM, qui dans le monde JavaScript c'est l'outil de base pour dire qu'est-ce que je vais utiliser comme bibliothèque. C'est bien aussi d'être équipé de ce qu'on appelle Git, qui permet de gérer les versions. Bon, quand on est muni de ça, on peut taper la formule magique npm init observable HQ. Et si on n'a pas de faute d'orthographe, et si on voit assez bien, donc il me met un warning, il me dit où est-ce que vous voulez créer votre projet. Je vais l'appeler default. Alors, je le fais moi-même là, je vous conseille de ne pas le faire pour l'instant. Vous le ferez tout à l'heure sur un exemple complètement vierge. Default, je veux le code d'exemple, je veux installer les dépendances et je veux qu'il me crée un dépôt Git. Alors, créer un dépôt Git, ça veut dire que par défaut, je vais pouvoir gérer mes modifications sur ce bout de code. Alors, une fois que j'ai lancé ça, ce qu'il fait, c'est que il va installer tout ce qu'il faut pour exécuter Framework. Et il va l'accompagner d'un fichier d'exemple qui est fourni gracieusement pour aider à la compréhension. Donc voilà, c'est fait. Donc je fais cd default, et je fais npm romdev. Donc ça, c'est la commande magique qui demande à lancer la prévisualisation de mon code. Hop. Bingo. Donc, quand j'ai fait npm rundev, il vient de lancer un serveur web et il me montre avec ce serveur web le contenu des fichiers d'exemple qui sont contenus dans l'installation. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois un tiroir là, rétractable à gauche. Donc, ça, c'est le nom de mon site web, default. Je vois qu'ici, il est composé de 2 pages, que sur la page d'accueil, j'ai deux diagrammes qui sont dessinés avec plot. Pour essayer de les agrandir un peu, voilà. J'ai 2 pages web, une qui s'appelle exemple dashboard. Donc là, j'ai des jolies applications. Il va sans dire que tout ça, c'est responsive. Hein. On est d'accord. Ici, j'ai une 2e page où là, j'ai à la fois du texte écrit en Markdown et puis des schémas. Et vous voyez qu'ici, à droite, j'ai une table des matières qui, automatiquement, en fonction des différents titres que j'ai mis, il m'a placé une table des matières et je peux évidemment naviguer en avant, en arrière sur cette table des matières. Et en bas, je vois ici des panneaux en avant, en arrière. OK? Alors, bon, vous allez me dire, OK, c'est sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir là, je vais arrêter et je vais dire, OK, ça c'est bien, mais moi, ce que je veux, c'est un site statique. On m'avait promis un site statique, on est d'accord. Donc là, il faut lancer la 2e commande magique, npm run build. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer une moulinette, il va me créer un répertoire dans lequel il y a l'équivalent de ce qu'on vient de voir là sur l'écran. Alors par contre, pour voir le contenu de ce site statique, il faut créer un serveur, un serveur web. Donc, je vais aller à l'intérieur de... Il me l'a créé dans... Où est-ce qu'il me l'a créé, cet idiot? Où? Où est-ce qu'il est dist? Attends, on recommence. Oui, pardon, j'étais descendu un cran trop bas. Toutes mes excuses. Dist, donc là, j'ai mes fichiers HTML et je vais lancer un serveur qui est connu de certains, qui s'appelle HTTP Server, c'est un truc en Python. Et hop, là, je viens d'avoir sur
J'ai la même chose, mais venue d'un site statique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va on va le déployer sur un nouveau. C'est-à-dire que je vais refaire la même chose, et là, je vous invite à le faire si vous en sentez le courage. Attendez, on va se le faire à la fainéant. Hop, ça va, framework. Et là, je vais créer un terminal à cet endroit-là. Donc là, je vais refaire la même chose. npm init observable HQ. Et là, ce que je vais faire, c'est je ne veux pas lui demander d'exemple. Donc, je vais l'appeler first. On va dire que c'est le nom de mon projet. Donc, je ne veux pas de fichier d'exemple. Je veux installer les dépendances. Je veux un fichier Git. Je veux un dépôt Git. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'intérieur de ce qu'il a créé et la manière dont il accueille les sites web. Donc, je vais avec un éditeur de fichiers qui s'appelle VS Code, je vais simplement aller ouvrir le répertoire qu'il m'a créé. Qui s'appelle First. Est-ce que... Alors, voici la structure d'un projet framework. Ça commence par un répertoire qui s'appelle SRC, qui contient tout, qui contient notamment la racine du projet, qui va s'appeler juste, c'est un fichier Markdown sur FixMD, qui dit c'est ici la homepage de framework, et c'est tout. Et tout ça, ça se trouve dans un répertoire qui s'appelle SRC. Je vais ici lancer un nouveau terminal. Je vais demander à effectuer ce truc-là, enfin à exécuter ce fichier ce site web qui est presque vide. Le voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien, c'est juste une page qui fait de la pub pour Observable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier, je vais appeler epage.md. Et dans cette page.md, je vais dire ma jolie page à moi. Je sauve. Vous voyez qu'ici apparaît une page. Si je clique dessus, je vois ma jolie page à moi. Bon, pas très impressionnant. Hein? Passons à la vitesse supérieure. Si vous, comme moi, vous avez un site web que vous avez fait en Gatsby ou machin comme ça, et vous avez pris la peine de mettre dans un répertoire un fichier Markdown qui décrit votre billet de blog et qui pointe à toutes les images que vous avez, et je vais vous en montrer un joli exemple, pas plus loin qu'ici. J'ai par exemple écrit, il y a de ça quelque temps, un billet de blog qui portait le nom Via Garona, qui contient un texte, alors qui contient d'abord ce qu'on appelle un front matter.
C'est là où on peut en fait mettre des attributs dans un fichier Markdown. Et puis là, c'est des appels à des images. Ça, c'est mon texte, des images, du texte, des pointeurs vers l'extérieur, etc. Ici, c'est un tableau Markdown. Vous voyez, c'est du Markdown pur et dur. Et puis, à côté de ce fichier Markdown, bah, j'ai les références, j'ai les images que référence ce fichier Markdown. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le répertoire qui est là et je vais aller le coller comme ça en vrac dans le fichier dans le système que j'ai créé précédemment. Et je vais retourner voir qu'est-ce qui se passe. Oh, vous voyez, il y a une nouvelle page qui est arrivée. Puis quand je clique dessus, regardez, oh, regardez, ça sélectionne les... J'ai un tableau des contenus qui s'est créé automatiquement. Je peux naviguer. Pas mal. Et alors, voyons, c'est bien, j'ai essayé d'en faire pour un autre. Effectivement, j'en ai un autre là. Pareil, je vais le prendre et hop, le mettre en vrac dans mon répertoire SRC. Et là, si je retourne à ma jolie page, pouf, j'ai ici un deuxième billet de bloc qui est fait. Et vous voyez que j'ai simplement copié-collé un répertoire que j'avais déjà, qui comptait un markdown et des références internes. Bon, ça c'est bien, mais où est le dynamisme? Bah alors, ce qu'on va faire, c'est regardez, on va aller dans Observable. Et on va aller chercher un... Voilà. Là, j'ai fait un petit algorithme qui calcule le nombre de voisins à côté d'un... Là, dans l'exemple, c'était le chemin Via Garona. Et ça donnait le nombre de cantons, non, communes limitrophes. Et donc, le truc, c'est, voilà, je peux ici modifier la distance en kilomètres et ça calcule et ça affiche les communes qui sont limitrophes de Via Garona à 9 km. Alors, mais par contre, là, je ne suis pas dans Framework, je suis dans Observable, on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais dire Embed. Embed, c'est la possibilité d'Observable d'embarquer des réalisations et les mettre dans un système, par exemple Framework. Donc là, je prends la carte, le curseur, je vais prendre le tableau qui suit, comme ça, voilà, j'ai la totale. Voilà. Et ça, je vais demander, je ne veux pas un iframe, non, non, je veux l'embarquer avec le runtime via JavaScript. Je copie tout ça. Je vais le mettre dans le fichier Markdown. Je vais le mettre en bas de mon fichier Markdown, par exemple. Voilà, ici. Donc, vous voyez que là, je suis en train d'insérer dans Markdown de l'HTML. J'ai du script, j'ai des appels à des runtime, etc. Je sauve ça. Et voyons. Ah, j'ai perdu mon site. Voyons. Regardez, ce que je viens de copier-coller est devenu actif dans mon site web, à l'intérieur de mon Markdown, et là, j'ai de manière transparente, enfin, intégré une animation que j'ai réalisée en observable. Et là, je suis dans un site web que je peux mettre absolument n'importe où. Oh. Non, ça c'est juste du tracé. La question était, est-ce que c'est du leaflet? Non, pas du tout. C'est juste des polygones qui ont été récupérés sur Open Data Gouv Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer. Donc,
On va essayer d'accélérer un peu. Donc, la manière dont fonctionne Framework, c'est très simple. Je crée un site. Je peux éditer, je peux le prévisualiser autant de fois que je veux. Quand je suis content, je fais build. J'obtiens un répertoire que je peux déporter à l'endroit que je veux. Il y a un petit bouton qui s'appelle Deploy qui l'héberge sur Observable. On va en reparler plus tard. Donc ça, c'était la structure. Passons à quelque chose d'un petit peu plus consistant, juste pour... Alors oui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques exemples et après, on va rentrer dans l'exemple que j'ai conçu pour cette présentation. Donc, je vais vite aller sur celui-ci. Donc, une réalisation faite en framework. C'est une page qui est hébergée sur Observable, qui contient les évolutions des joueurs d'échecs sur quelques années, enfin sur un an. Il y a un exemple ici concernant un hôtel, un joli tableau de bord d'hôtel. Sur le site de Framework, il y a environ une trentaine d'exemples. Je vais juste vous montrer la page GitHub. Voilà l'ensemble de tous les exemples qui sont disponibles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une réalisation que j'ai faite. Il y a 10 ans de ça, j'avais fait une petite application en JavaScript pur et dur en utilisant le D3 qui à l'époque était très très rustique. Et ça donnait ça. C'était une application en une page HTML qui donne les travaux qu'il y a à Toulouse. C'est une page, là, c'est du leaflet et de l'OpenStreetMap. Et ici, les travaux sont indiqués sous forme de points. Et les points, en fait, fournissent une indication de est-ce que les travaux gênent les piétons, les voitures ou les vélos, ou les trois. Et l'idée, c'était de représenter les travaux comme une goutte d'eau. C'est-à-dire qu'en fonction de la durée du chantier, la goutte d'eau tombe à l'endroit où le chantier commence et elle commence à s'évaporer. Et donc, elle devient de plus en plus fine. Donc, ça donnait ce principe-là que j'avais même décidé d'animer. Donc, on voit ici comme si c'était des gouttes de pluie qui tombent et qui s'évaporent. Oui, exactement. Là, avec ça, c'est. Alors, ça, c'était une page web qui chargeait le fichier CSV local qui était produit une fois par mois ou 15 jours par mois sous la forme d'une requête et puis un petit hack qui va bien. On va dire que j'avais fait ça sous Python, mais bon, c'était plutôt à la main. Donc, le challenge, je me suis dit, bah, c'est très simple, c'est l'utilisation parfaite de framework. Je veux une application framework qui reprend la fonction principale. Donc, j'ai transféré mon petit fichier chantier toulousain en un classeur observable, que voilà. Alors, si évidemment, bon, c'est pas grave. Enfin, croyez-moi sur parole. Donc, je l'ai repris dans un classeur observable. Étape 2, j'ai transvasé le code qui fonctionne dans Observable dans la logique framework. Alors, le truc, c'est qu'une cellule observable, ça devient une variable JS à l'intérieur du fichier Markdown. Cette variable peut évidemment appeler des fonctions. Ces fonctions peuvent appeler des composants qui se trouvent ailleurs, mais ça sera purement du JavaScript. Tout ce qui est de nature observable, c'est-à-dire réactivité, se trouve au niveau du fichier Markdown. Et puis, il me suffit enfin de détacher le code qui va chercher les données. Et j'ai ce code, je l'ai mis tout simplement, et je vais vous montrer exactement le, le code qui va chercher les données, c'est-à-dire les data loaders, se trouve simplement dans le répertoire data.
Donc voici la hiérarchie de mon système. J'ai au niveau 1, j'ai un fichier Markdown qui annonce le contenu de l'application. J'ai un fichier Markdown qui contient la carte. Vous voyez que là, j'ai des appels là, en JS. En fait, ici, là, dans mon fichier Markdown, je lui dis bah, affiche la carte. Et le data, en fait, ici, j'ai un fichier qui s'appelle travaux.json.js qui, lui, va aller chercher les données. Et ça, c'est le principe des data loaders, c'est que c'est des fichiers qui portent toujours deux suffixes. Ça s'appelle par exemple données.csv.py si c'est du Python, ou R si c'est du R. C'est une convention qui fait que Framework active tous les programmes qu'il trouve sous la rubrique data et récupère les données. Alors, je vais vous montrer l'application qui a été reprise complètement en framework. Alors, en fait, elle est beaucoup plus riche que. Elle est beaucoup plus riche que la simple page HTML. Donc voilà, c'est la page d'accueil. Ici, j'ai trois pages. Donc j'ai ma carte qui est ici, donc qui fonctionne comme montré précédemment. Mais l'application est maintenant constituée d'une autre page qui me fournit par exemple la table de tous les chantiers toulousains. Donc je peux ici, le plus tôt, c'était en 2021. Le chantier le plus vieux, il a commencé en 2021. Et celui qui finira le plus tard, ben, ça sera en 2031, dites donc. Voilà, donc là j'ai. Ouais, ça peut être le métro. Et puis j'ai rajouté une page statistique. Là, en fait, c'est simplement un calcul de différents paramètres sur les données qui se trouvent dans la base. Et vous voyez ici que les données ici sont très fraîches. Ici, je suis en train de présenter des données qui datent de moins d'une minute. Parce que le fait de relancer mon application a fait qu'il a été chercher il a exécuté le data loader qui a été chercher les fichiers. Par contre, si je ne fais rien, eh ben les données restent comme elles sont. Demain à 10 heures, il va aller les rafraîchir et tout le monde qui se connectera à cette adresse-là aura accès aux données les plus fraîches. Alors, pour faire, ce qui est important de comprendre, c'est que dans tout le Markdown, chaque fichier Markdown est une page. Dans ce fichier Markdown, je peux mettre tout ce que je veux, de l'HTML, du JavaScript, du React, et, et c'est encore mieux que ce qu'on appelle le MDX, puisque justement, on peut vraiment mettre ce que l'on veut. Alors attention à ne pas s'emmêler les pinceaux, évidemment. Et puis, on est libre d'appeler n'importe quel JavaScript à l'extérieur. Ce que je ne vous ai pas montré, mais qui est le secret de comment ça se rafraîchit tous les jours, ce n'est pas Framework qui le fait, c'est GitHub Action. Alors, GitHub Action est une possibilité qui est méconnue de beaucoup de développeurs, mais il y a une possibilité dans GitHub de dire eh ben, je veux que tu me déclenches toutes ces actions-là à intervalles réguliers ou sur déclenchement d'un événement. Donc, c'est là qu'on fait du CI/CD notamment. Donc, si je veux juste effleurer à quoi ça ressemble, j'ai ici un fichier qui s'appelle deploy. Non, je ne veux pas le runner, je veux le voir. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, pour les spécialistes, c'est un fichier cron qui donc en fait s'exécute là tous les jours à 8 heures du matin, va en fait redéployer mon application sur le site d'Observable et rechercher les données au passage.
Alors, en conclusion, euh, c'est un peu, framework, c'est un peu comme si on pouvait écrire du JavaScript pur et dur avec un éditeur de texte normal, avec Git, GitHub, comme on veut, mais en profitant des capacités d'observable, notamment la réactivité. Toutes les variables qui se trouvent dans le Markdown, en fait, profitent de ce mécanisme de si je touche celui-là qui dépend, alors hop, ça se calcule automatiquement. Ce qui allège considérablement le code et rend le logique bien plus robuste. Donc, j'en ai entendu qui pleuraient sur le fait qu'ils pouvaient utiliser leur éditeur de texte. Voilà, c'est réglé. Ils peuvent faire de l'observable avec leur éditeur de texte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que leur slogan, c'est The best dashboards are built with code. Ça veut dire pour moi qu'ils attaquent tous les outils qui font du glisser-déposer, les tableaux, les Power BI, etc. Ça me fait penser un peu à, je me rappelle, il fut un temps où on disait en américain Real programmers don't eat quiches. Les vrais programmeurs ne mangent pas de quiche. C'était pour dire, attends, c'est pour nous les durs, quoi. Donc, ouais, peut-être. Bon, c'est un peu, je pense que c'est moi qui devine, hein, mais je pense que c'est un petit côté, bon, les vrais dashboards sont faits avec du code, quoi. C'est pas. Euh, j'ai l'impression, bon, ça ne va pas remplacer des Gatsby ou des Next.js, parce que ça ne fait pas du tout ce que font ce genre d'outils, comme l'optimisation des images, ou les trucs de référencement, les analytics. Donc, ce n'est pas du tout fait pour ça. Par contre, si vous voulez faire un tableau de bord robuste qui se met à jour facilement, le tout gratuitement sur le web, c'est, à mon avis, une technologie à ne pas manquer. Moi, pour mon intérêt personnel, je pense que je vais rappeler quelques clients en leur disant, vous savez quoi, on doit pouvoir créer des tableaux de bord en utilisant tous les trucs qui brillent là, de D3 à partir de vos fichiers Excel. L'idée, ce serait d'avoir vos fichiers Excel sur GitHub, et puis à chaque fois que vous les touchez, pouf, ça remet à jour un tableau de bord. Bon, c'est mon idée actuelle. Donc voilà, rapide survol avec quelques petites défaillances de démo, mais rapide survol de framework. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un ou personne n'est sorti de la salle?